Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, revenir d'une blessure, atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous mettons notre corps en mouvement pour vivre sans douleur et avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, qu'allons-nous voir dans cet épisode d'Objectif Santé ? On a 3 sujets principaux, je vais te les citer maintenant. Le premier, arrêtons de mettre les médecins sur un piédestal pour tout ce qui concerne l'activité physique. Oui, alors ça peut paraître fort comme parole, attention, je ne dis pas d'aller voir un médecin, je me sens pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur qu'un médecin, pas du tout. Les médecins, ils font 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études. Des fois plus. Évidemment qu'ils en savent un paquet, mais dans leur cursus, évidemment, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils n'apprennent pas. Et donc, on va revenir là-dessus aujourd'hui. Ensuite, on a une question qui m'a été posée, une question assez conséquente. Il a bien gratté. Il s'appelle Samir. Il me pose une question sur le coaching à distance. Donc, on va lire ça après ensemble. Et ensuite, on a l'importance ou non de prendre des notes de ces entraînements. Car oui, ça peut être intéressant et il peut y avoir des inconvénients, avantages, ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose, ça dépend de comment est-ce qu'on le fait. Donc voilà les 3 sujets d'aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas vraiment apprendre plein de choses, notamment sur le dernier sujet, super important, la prise de notes des entraînements. Alors tu te rends compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de vidéo parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, donc je fais comme je peux. J'ai réussi à avoir un bon moyen d'avoir un son plutôt bon, mais au niveau vidéo là ça aurait pas été top, donc autant ne rien mettre et voilà, comme ça tu peux m'écouter. De toute façon le principe du podcast c'est ça, hein. Tu m'écoutes et puis tu fais autre chose en même temps, tu peux faire ton cardio, tu peux aller faire le ménage, tu peux aller marcher, tu fais ce que tu veux en fait, dès que tu as une activité tout seul. C'est top le podcast, moi j'adore ça les podcasts, c'est pour ça que j'en fais d'ailleurs, parce que j'en consomme beaucoup et je trouve que c'est génial. Donc j'espère que cet épisode va te plaire. Nous passons dès maintenant à la première question, donc enfin c'est pas une question, c'est un sujet plutôt que j'ai choisi de développer. Donc arrêtons de mettre les médecins sur un piédestal lorsqu'on parle d'activité physique. En fait trop souvent on considère la parole d'un médecin comme une vérité absolue, même pour des sujets sur lesquels il n'est pas spécialisé, comme l'activité physique par exemple. Donc c'est super important, il est crucial d'écouter ses propres sensations et de s'éduquer pour les bienfaits de l'activité physique. Donc en fait tu dois connaître ton corps, tu dois savoir ce qui te permet de faire ton corps. Tu dois savoir aussi qui est capable de t'accompagner. Parce que quand je dis t'éduquer, c'est sûr que si c'est pas ton métier, tu vois, si par exemple t'es informaticien, bah tu vas pas passer ton temps à lire des livres sur la santé, sur des livres dédiés aux professionnels de la santé, c'est normal. Moi je vais pas lire des livres sur l'intelligence artificielle ou sur de la mécanique, voilà, c'est pas mon truc. Donc je vais pas me spécialiser, faut savoir aussi un peu se spécialiser dans son domaine, et tout est assez complexe dans notre société. Notre corps, c'est un système assez complexe et c'est un système dans tous les sens. Alors c'est une fois qu'on l'a compris, comme je l'ai déjà dit, hein, dans chaque épisode je dis, faut savoir mettre des choses en place simples. Et d'ailleurs j'arrête pas de vous donner des petites astuces, c'est le but. En amont c'est assez compliqué, mais dans la pratique on peut mettre des choses en place simples pour prendre soin de sa santé, prendre soin de sa force, sa mobilité, et on voit que c'est pas non plus la mer à boire. Mais il y a des choses, on a toujours des idées reçues avec les années. Alors heureusement ça commence à s'améliorer, et ça c'est vraiment grâce à internet aussi, parce que grâce à internet quand même ça s'échange rapidement, les informations voyagent facilement, tu vois. Avant tu voulais regarder un film américain, ça mettait 1 mois à arriver en France. Maintenant t'as tout direct avec Netflix par exemple. Tu voulais parler anglais, fallait que tu trouves des échanges de langue, je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc quand tu parles avec quelqu'un en anglais, tu devais échanger avec lui par lettres. C'était une galère. Maintenant tu as des applications, tu peux même parler sur Instagram, tu as du contenu, c'est facile, tu vois, tout est facile maintenant. Et c'est tellement facile
que tu as du contenu dans tous les sens, tu as du bon, du mauvais contenu. Mais donc, quand je dis s'éduquer, en fait, il faut s'éduquer à reconnaître les bons professionnels qui sont en capacité de t'aider par rapport à ton problème. C'est sûr que si toi, demain tu te lèves, tu as une grippe, tu vas pas aller voir un coach sportif pour te soigner. Le coach sportif est là pour t'aider à prévenir la maladie plutôt. Il n'est pas là pour te soigner en soi. Il est là pour t'aider à avoir un meilleur système immunitaire grâce à l'activité physique, t'aider à bien manger, etc. Une fois que tu es malade, en fait c'est ça, la médecine traditionnelle, on te soigne une fois que tu es malade. Une fois que tu es malade, voilà, alors tu prends tes médocs et puis tu te soignes. Médecine chinoise, déjà c'est un peu différent. On te soigne avant, on te prévenir avant de guérir. Donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est pour dire chacun son domaine. Et c'est ça, s'éduquer pour connaître vers qui est-ce qu'on se dirige quand on a un souci. Donc sur les troubles musculo-squelettiques, on peut aller voir un kiné, si tu as de la chance qu'il est bien. Et puis on peut aussi aller voir certains coachs sportifs, quand c'est pas des retours d'opérations viscérales, des choses comme ça, des choses qui restent sur du musculo-squelettique. Donc, je vais te raconter une petite anecdote, j'en ai trois d'ailleurs. La première, c'est, j'étais allé chez le médecin une fois, pas qu'une fois dans ma vie évidemment, mais quand j'y suis allé à un moment, je sais plus, peut-être pour un certificat médical, à la fin, tu vois, je remets mes chaussures, et je le fais avec les jambes tendues. Là, je plie pas les genoux. Et elle me dit attention, plie tes genoux, sinon tu vas te faire mal au dos. Et en fait, c'est vraiment une idée reçue qu'encore beaucoup de gens ont, c'est que pour ramasser quelque chose par terre, il faut absolument bien plier les genoux. Parce que sinon tu vas te faire mal au dos. Ce qui peut être vrai. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être vrai ? Parce que c'est pour protéger ton dos. Pour pas que tu te fasses une hernie discale. En gros, c'est ça. Tu te fasses une spondylosthésis. En gros, un glissement de vertèbre ou tu vois, un truc comme ça. Vraiment, là, faut y aller pour faire ça. Ouais, ça se fait souvent à l'usure. Donc, ce genre de blessure, si tu te fais ça en faisant tes lacets ou en ramassant un stylo par terre, crois-moi que c'est pas parce que tu as ramassé le stylo par terre. C'est que c'était là depuis des années et que là, ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. En gros, c'est juste une fragilité que tu as entretenue au fil des années. Et donc, si tu arrives à te faire mal au dos en ramassant un truc par terre ou en faisant tes lacets parce que tu n'as pas plié les genoux, je peux te dire que tu étais déjà sur la mauvaise voie avant. C'est pas ça qui a fait que tu t'es bloqué le dos, t'es fait un lumbago, tu vois. Faut pas croire. Faut vraiment réussir à se dire notre corps s'adapte à ce qu'on lui fait faire. Et si tu sais le renforcer, il n'y aura pas de souci à le faire bouger dans tous les sens. Donc ton dos, il est capable de faire de la flexion, il est capable de faire de l'extension, de la rotation, de l'inclinaison. Donc la colonne vertébrale, elle est censée être mobile. Hein. Donc si jamais, plus tu vas la protéger, c'est comme les mecs que je vois à la salle de muscu, ils ont tous une ceinture. Enfin, pas tous, mais il y en a plein, ils ont une ceinture tout le temps. Une ceinture de force, c'est une ceinture, tu sais, comme les ceintures que mettent les maçons parce qu'ils ont mal au dos. Un peu le même style de ceinture, ou des fois c'est même des ceintures plus type de force. Ils mettent tout le temps ça dès qu'ils soulèvent parce qu'ils ont peur de se faire mal au dos. Peut-être qu'ils ont déjà eu des lumbagos et donc ils veulent continuer à s'entraîner. Alors dans la logique, ça peut paraître assez intelligent de faire ça, sauf que si tu pars du principe que tout ce que tu n'utilises pas, ton corps l'oublie, en fait tu ne vas faire que te fragiliser. Donc plus tu vas utiliser la ceinture, plus tu vas devenir fragile. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment que tu arrives à limiter durant un temps les exercices qui te font mal. Tu renforces les zones intelligemment qui sont censées être lésées, qui sont fragiles. Et par la suite, là, tu reprends l'activité physique comme avant et tu y vas petit à petit. Mais évidemment, c'est un protocole qui se fait petit à petit. Donc tu peux aller voir un kiné pour ça, tu peux aller voir un coach compétent, comme je l'ai dit. Mais c'est pas juste avec la passivité, en allant voir l'ostéo, en prenant des Doliprane, que ça va se régler. Donc là, quand elle m'a dit ça, déjà moi à l'époque, j'étais pas encore, j'étais en début de ma carrière de coach, mais je me disais déjà, mais c'est ouf quand même que
que mon médecin me dise ça, tu vois. Alors, je sais plus quel médecin c'était, mais c'est fou quand même. Je m'en souviens encore, ça m'avait marqué. Donc non, fléchis bien les genoux. Si t'as mal aux genoux, tu fais comment? Non mais... En plus, je crois que c'est ça, j'avais mal aux genoux, je pouvais pas fléchir aux genoux. Je m'étais blessé. Donc, finalement, après, fallait que je renforce mon genou. Mais bon, à cette époque... Bref, j'ai déjà parlé de cette anecdote. Donc, deuxième anecdote. Ça, c'est le médecin d'un ami. J'avais parlé avec un ami. Il lui avait dit carrément, arrête la musculation. C'est mauvais pour ton dos. Donc, ça montre vraiment que ce genre de recommandation, ça informe mal et c'est potentiellement désastreuse pour la santé. Moi, c'est même pas un médecin qui m'avait dit ça, c'était un ostéopathe. J'étais allé le voir, justement, maintenant, ça me le fait plus du tout depuis que je me suis reprogrammé posturalement. Je me suis formé en posturologie. J'ai été patient en posturologie, donc je me suis fait suivre là-dessus. Donc maintenant, j'ai des semelles de posturologie. C'est pas du tout comme la podologie. C'est pas des semelles orthopédiques. T'as comme une petite... j'ai oublié le mot, c'est une petite pile. Donc en gros, quand tu envoies des interférences, des fréquences, pardon, ça t'envoie des fréquences. Alors c'est 90 Hz, ça t'envoie des Hertz au niveau du corps et ça permet de te rééquilibrer. Alors après, il faut rééduquer les yeux aussi. S'il y a besoin, il faut toucher à la mâchoire, il faut toucher au coccyx, toucher au péroné, il faut toucher aux pieds. Bref, c'est assez complexe à parler comme ça, mais je m'étais bloqué le dos en faisant un plongeon en natation. Donc t'imagines, j'ai fait un plongeon en natation, je me bloque le haut du dos. C'est pas une blessure, genre une déchirure, rien, c'est vraiment, il y a une contracture et mon dos sature, tu vois. À un moment, mon dos se bloque, et j'arrive plus à le bloquer, ça me fait mal parce que du coup, ça me fait comme une scoliose au niveau du haut du dos, que j'avais pas avant, parce que mon muscle tire tellement fort et que ça me fait mal. Donc je vais voir un ostéo, et il me dit, bah ça, c'est à cause de la musculation. Et je me dis, ça m'énerve au fond de moi, mais je le dis pas. Je pense que ça a dû se voir, je suis assez expressif, mais du coup, je suis jamais retourné le voir, évidemment. Mais c'est pour dire quand même, les gars font des raccourcis. Ils font des raccourcis. Ah non, si t'as mal au dos, c'est à cause de la musculation. Alors qu'en fait, c'est juste que j'avais un système postural complètement défaillant. Mes yeux, ça allait pas. Mon pied, ça allait pas. Forcément, si tes capteurs sensoriels ne sont pas bons, bah ça ne peut pas aller, peu importe l'activité physique que tu fais. Hein. Même si tu fais de la pétanque, ça va pas aller. Hein. Donc il faut... Et il y a des gens, ils vont faire de la musculation toute leur vie, et tout va bien se passer. Et moi, par exemple, je faisais de la musculation, mes mouvements ils étaient très bien, je le sais qu'ils étaient très bien mes mouvements, et puis ça allait pas, parce que, en musculation en général ça allait, mais c'est dans les autres sports par la suite, les autres sports où c'est moins fermé, parce qu'au final la musculation c'est très sécuritaire, hein. Tu fais un mouvement, voilà, si tu sais ce que tu vas faire, il n'y a pas de mouvement qui change, il n'y a pas de mouvement extérieur. Dès que tu fais par exemple natation, bah là ça va un peu plus dans tous les sens, même si c'est déjà bien encadré, il n'y a pas de surprise, tu vois, c'est pas comme en rugby, comme les sports collectifs, où là tu peux avoir l'adversaire, etc., ou encore pire les sports de combat. Donc voilà. Mais bon, je m'étais bloqué le dos, il m'avait dit, arrête de faire de la musculation. Faites attention par qui vous vous faites accompagner, hein, je vous le dis. Tout le monde n'est pas compétent. C'est pas parce qu'il y a un professionnel de santé que vous allez voir, même s'il a 5 étoiles sur Google, c'est pas pour autant qu'il est compétent. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant, il peut être compétent avec quelqu'un, ne pas l'être avec vous, parce que chaque personne est différente. Quelqu'un peut être compétent avec des personnes lambda, et ne pas être compétent avec une population sportive. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, moi, c'est bien le problème que j'ai eu, parce que faisant plus de 10 heures d'entraînement par semaine, même j'ai eu des 20 heures d'entraînement par semaine dans ma vie, quand tu vas voir quelqu'un qui est habitué à avoir des sédentaires, forcément, il n'a pas l'habitude de parler avec des gens comme moi, de cette population. Donc il peut pas, il va te donner des conseils, mais il va te dire, faut essayer. Les gens sédentaires, il va leur dire quoi ? Faut bouger un peu plus. Moi, il va pas me dire qu'il faut bouger un peu plus. Donc, tu vois, il sait pas quoi dire. Donc il faut réussir à trouver les professionnels adaptés à vous. Évidemment, plus le professionnel est bon, plus il peut s'adapter et faire le caméléon et s'adapter à la personne qui est en face de lui. Ensuite, la dernière anecdote, et c'est ma préférée, c'est lorsque j'étais à la fac. Donc j'avais 20 ans à cette époque. J'étais sur ma deuxième année, fin de deuxième année,
en fin de première année. Non, en fin de première année de... J'avais 19 ans, c'est-à-dire. Donc, j'étais sur la fin de première année de la fac, donc licence TAPS. Licence TAPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cursus universitaire qui permet de devenir soit prof de PS, soit entraîneur sportif. En fait, il y a plusieurs spécialités. Moi, j'étais en train de choisir soit activité physique adaptée, donc pour les personnes en situation de handicap ou obésité, choses comme ça, soit entraînement sportif. À la fin, j'ai choisi entraînement sportif. Et donc, je me dis, bon, bah, moi, j'aime bien entraîner quand même. J'ai envie de me faire la main, tu vois. Je m'en fous de gagner de l'argent à ce moment-là. Je me dis, bon, j'ai envie de me faire la main, j'ai envie de coacher des gens. J'ai envie vraiment de me faire une expertise là-dessus. Et donc, je vais à la salle de musculation. Et donc, je demande au prof, donc je ne vais pas dire son nom, mais je demande au prof, je me souviens encore de lui, si je pourrais avoir un contrat pour rentrer comme contrat étudiant au sein de la salle de musculation tous les mercredis soirs. C'est un contrat pour tous les mercredis soirs. Et pendant 2 heures, je crois que c'est 18h-20h, tu coaches des étudiants. Bon, comme c'était une fac, j'étais à l'université Paris 13, donc c'était une fac où vraiment il y avait une dominance de médecins. Donc c'est une fac où vraiment ça étudie la médecine là-bas, toutes les matières un peu scientifiques. Donc forcément, STAPS, ça touche au corps humain. Donc STAPS, ce que j'ai étudié, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc ça, c'est forcément, ça touche un peu à la médecine, entre guillemets. Je veux dire, il y a de l'anatomie, il y a de la physiologie. On n'est pas des médecins, mais on étudie, c'est assez parallèle, c'est ça que je veux dire. Et donc, je me retrouve, je finis par décrocher le poste. Alors d'ailleurs, ça c'est assez drôle comment est-ce que j'ai eu le poste. Au début, je commence à parler avec lui. Donc c'était un mercredi quand je vais postuler. Vraiment, je crois que j'avais imprimé un CV sur ma lettre de motif. Et j'y vais comme ça, voilà. Ils ne cherchaient même pas, je crois. Et je lui dis, moi l'année prochaine, j'aimerais bien venir ici et aider les gens, les conseiller, etc. Donc on commence à échanger, etc. C'est assez court au début. Et hop, on est entrecoupé par une dame qui n'arrive pas à se placer. Elle est à côté, donc forcément on discute dans la salle de musculation. Elle est sur la machine à leg curl. Donc au montage, je t'ajouterai à la vidéo si tu veux regarder. Donc c'est vraiment, t'es à plat ventre et tu dois fléchir les genoux. Et le prof de muscu quand même, il n'arrive pas à régler la machine. Donc il n'arrive pas à... Alors c'est pas vraiment un prof de muscu, c'est un prof de PS. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est pas parce que t'as un diplôme dans le sport, que t'as un diplôme en médecine, que t'es bon dans tout. Donc il arrivait pas à régler la machine. Bah il s'entraînait pas en fait. Il savait même pas, il comprenait pas les histoires des bras de levier, tout ça. Moi je passais à ce moment-là ma vie dans les salles de muscu, je m'entraînais tout le temps. Donc je dis attendez, je vais vous aider. Je regarde, hop, je la règle, hop, ça a duré 10 secondes, elle s'installe. Et donc ça m'a permis direct d'avoir le poste. Après ça, donc j'ai fait ça, il m'a regardé, il m'a dit bon, du coup ouais, tu serais dispo quand il me dit ouais, donne-moi ton CV, tu vas dans ce bureau là, tu postules, hop. Et ils m'ont pris. Et voilà, après je suis resté 2 ans dans la salle de muscu. Et donc, c'est même pas ça l'anecdote que je veux raconter, c'est l'après. Donc une fois que je suis rentré en tant que contrat étudiant, en tant que coach sportif, on va dire, en contrat étudiant. Donc tous les mercredis soirs, de 18h à 20h, je devais entraîner donc j'avais des chercheurs qui venaient, parce que c'est aussi, comme c'est une fac, il y a aussi de la recherche. Il y avait des chercheurs en biologie, il y avait des étudiants en médecine, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Étudiants en médecine, donc 5 années, 6 ans, oui, je me souviens, c'était 5 ans le plus ancien, 2 années, voilà. Et donc je parlais avec eux, et forcément je les entraînais, et cette expérience m'a permis de désidéaliser aussi les médecins, parce que pour moi à ce moment-là, je pensais que les médecins, vraiment c'était le GOAT, tu vois, c'était les personnes qui savaient tout. Moi c'était des druides, tu vois. Et donc, des savants, des sachants. Et donc je me disais mais j'étais un peu impressionné, tu vois. Je me disais waouh, mais je vais entraîner ces gens-là. Mais moi en fait, je t'ai pas jamais raconté, mais je viens d'un cursus scolaire. Je me suis retrouvé à la fac, c'est un exploit.
Et ma scolarité était catastrophique au collège. Ça m'intéresse pas du tout. Et donc je me retrouve avec les années quand même. J'ai réussi à bosser, à travailler sur moi-même là-dessus. Et donc j'arrive à terminer à la fac. Et donc j'arrive dans la fac. Il y a les médecins. Au début, ça m'impressionne un peu, même si ça se voit pas forcément. Et en parlant avec eux, effectivement, je me rends compte, au bout d'un moment, quand on parle d'exercice, on est obligé de parler d'anatomie. On parle d'anatomie, on parle de fonctionnement des muscles, on parle de... Quand j'explique un exercice, moi j'aime faire en sorte que la personne en face, elle comprenne ce qu'elle est en train de travailler. Donc, par exemple, je me souviens, il y en a un, je donne un exercice, c'était du soulevé de terre, voilà. Et j'ai dû leur expliquer ce que ça travaillait. Ils savaient pas. Imagine-toi, c'est quasiment des médecins à ce niveau-là. Ils ont 5 ans d'études dans les pattes. Ils ont vraiment... il faut l'imaginer, hein, médecine c'est dur. Hein. Tu passes ta vie à étudier, t'es dans ta chambre, t'as des livres d'anatomie, des physiologies, des trucs comme ça. Et les mecs, ils savaient... Je pouvais leur dire sur cette articulation, là je montre une articulation, comment elle s'appelle, comment s'appelle la tâche du tendon, comment s'appelle le muscle, etc. Ils donnent des noms super précis, ils te les sortent en latin. Voilà, c'est vraiment, ils sont super bons là-dessus. En plus, je me souviens, j'avais entraîné le major de promo de son année. Alors lui, je crois qu'il était qu'en deuxième année, mais quand même, tu vois, il passe son temps à étudier. Et donc, heureusement, ils se mettent à faire de la musculation de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors, eux, en plus, non, ils devaient choisir une option obligatoire. Eux, ils ont choisi l'option musculation. C'est super, moi je trouve que c'est génial. Ça devrait même limite être obligatoire de choisir ça. On devrait leur mettre un cursus d'au moins 1 mois sur les 10 ans qu'ils ont d'études, leur mettre un petit cursus avec un suivi musculation, 1 mois ou même un trimestre, pour qu'ils comprennent en fait. Parce que il n'y a pas cette notion de compréhension de l'anatomie fonctionnelle. En fait, quand ils vont te dire les muscles, ils vont te dire où c'est, ils vont savoir ce que c'est s'ils ont bien révisé, s'ils connaissent bien leur sujet évidemment. Mais dans beaucoup de cas, comme ils ne pratiquent pas, ils ne savent pas te dire à quoi sert ce muscle. Ils ne savent pas te dire comment le contracter, ils ne savent pas ce que c'est que la tension longueur, ils ne savent pas... En fait, on partait d'une base vide, et donc t'imagines bien que et là, ils étaient une poignée à venir en musculation, à venir s'éduquer pour eux-mêmes, en fait, pour prendre du muscle, pour être en meilleure santé, parce qu'ils ont une vie assez sédentaire. Et donc, ils étaient une poignée à venir, je les rencontrais, ils étaient super sympas, j'adorais les entraîner. Et donc, forcément, t'imagines, eux encore, voilà, ils prennent cette démarche-là de venir s'entraîner, mais t'en as 99%, ils vont jamais faire ça. Et ceux qui finissent médecins, ils font pas d'activité physique comme ça. Et donc, quand ils se retrouvent, c'est en plus de ça, ils finissent généralistes, ils se retrouvent face à un patient, il lui dit, faut faire de l'activité physique. C'est bien, mais comment est-ce que je fais ? Il peut pas lui dire exactement, parce qu'il l'a pas vécu lui-même. Il peut pas lui expliquer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, faut comprendre que c'est pour ça que à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait qu'on était tous spécialisés dans certaines choses, et faut pas croire que le médecin, il sait tout. On lui doit un profond respect parce que c'est énormément de travail. Ils sont super bons dans plein de choses, en immunologie. Voilà, comme j'ai déjà dit, voilà, ils vont détecter des maladies de fous, voilà, des trucs tu connais pas. Mais quand on parle de choses, vraiment l'activité physique pure, c'est pas leur domaine. Et encore, moi je te parle de ça, peut-être qu'il y a d'autres domaines encore où ils sont pas bons. Par exemple, pour les femmes, faut aussi spécialiser. Donc une femme par exemple qui fait de l'endométriose ou des problèmes comme ça, il y en a plein, ils vont pas être bons parce que c'est du généralisme. Et donc dès qu'on se spécialise, le corps humain il est tellement complexe. Dès qu'on a des choses vraiment spécifiques, faut aller voir des spécialistes. Et donc voilà, donc si tu veux vraiment être bon, être bon pour ta santé, faut que tu ailles voir un bon coach sportif. Et ça, plus les années passent et plus je suis ferme là-dessus et je suis d'accord avec moi-même. Donc c'est bon pour ça, pour ce sujet. Si tu as d'autres questions par rapport à ça, n'hésite pas à me mettre un commentaire. D'ailleurs, petit rappel, mets un petit like. Voilà, donc sur Spotify, tu peux mettre un 5 étoiles. Normalement, je crois qu'il faut cliquer sur les 3 petits points en haut là dans le menu et tu mets un petit 5 étoiles. Moi, ça me permet d'être bien référencé. Et puis, si tu es sur YouTube, un petit pouce bleu, comme dirait notre ami tchétchène. Et petit commentaire, voilà, partage.
vraiment ça va te permettre d'aider les gens autour de toi aussi. Donc, parce que important d'aider les gens autour de toi. Donc, faut que tout le monde sache qu'il faut bouger. Donc moi je suis content parce que les gens commencent à comprendre ça aussi, que vraiment faut bouger. Tu vois déjà à l'arrivée des salles de sport, il y a encore 10-15 ans, il n'y en avait pas autant. Et là, ça y est, quoi, on est sur la bonne voie. Donc je suis content. Faut qu'on continue comme ça. Partage le podcast, moi aussi ça va me motiver à continuer si mon travail te plaît. Donc maintenant on va parler de la question de Samir que je vais te lire. Alors Samir il m'a écrit un bon morceau. Samir est en forme. Je te lis le message. Salut Yann, j'ai écouté ton dernier épisode et j'ai direct testé la routine articulaire, respirer mieux avec le ventre et les balancements le soir avant de me coucher. Franchement, ça m'a fait du bien. Je me suis senti plus relax en allant au lit. Merci pour ce que tu fais, avec point d'exclamation, donc j'aurais dû le dire en criant. En général, j'écoute des podcasts le soir pendant que je marche et le tien est super compréhensible, même sans regarder l'écran. Continue comme ça, c'est top. Bah écoute, merci beaucoup Samir. Donc ta question, il me dit, ma question. Je suis intéressé par un coaching à distance parce que là où je vis, je ne trouve pas de coach qui pourrait m'aider. J'ai besoin de perdre du gras, prendre du muscle et j'ai déjà eu mal au dos à cause du soulevé de terre. Depuis, je sens que mon dos est fragile, j'ai juste une contrainte sur le coaching à distance. Pas une contrainte, une crainte. J'ai juste une crainte sur le coaching à distance. Je veux pas faire des trucs clichés, genre des sauts, des jumping jacks, comme on voit à la télé. J'ai ce préjugé, je l'avoue. Comme je pensais à toi pour un coaching online, j'aimerais savoir un peu plus comment ça se passe. Ok, encore merci pour ton boulot. Bah écoute, merci Samir pour ton message. Alors, j'avais déjà lu la question, et je trouve que c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi-même je me rends pas compte, toi je suis dans ma bulle, je suis dans mon travail, et je me rends pas forcément compte que les gens se rendent pas compte de ce que c'est que le coaching à distance. C'est vrai qu'on peut s'imaginer Davina, là, je sais plus comment elle s'appelle, des années 80, en collant, tu prends ton coach, t'es en visio, allez, tu fais ça, tu fais ci. Le coaching à distance, déjà, c'est pas forcément du présentiel face to face, tu vois. C'est pas forcément je mets ma caméra et l'autre il est en face en direct. Ça peut être ça évidemment, mais c'est pas ça le plus important du travail. Un bon coaching à distance, déjà c'est un coaching personnalisé. C'est-à-dire que le coach que tu as en face de toi, il est censé pouvoir t'évaluer. Il doit te faire une évaluation physique, que ce soit en direct, donc comme je viens de te le dire, en face to face, par téléphone, avec la tablette, etc. Ou directement, où tu suis il t'envoie un fichier, voilà, tu dois faire des tests physiques, tu te filmes et tu leur envoies les tests. Voilà, donc ça c'est le suivi d'évaluation. Ça c'est la vraie évaluation sur le coaching à distance, si possible. Voilà. Après, au minimum, un bon formulaire bien rempli, t'as pas de douleur ici, tac tac, et petit à petit, il va réajuster en fonction de ce qu'il voit dans le suivi. Voilà, mais au minimum, le bon coach, il te fait une bonne évaluation. Sinon, s'il n'y a pas d'évaluation il t'envoie un programme direct, c'est pas personnalisé, donc autant choper le programme avec ChatGPT, ça sera la même chose, tu vois. Donc voilà, si tu veux un vrai coaching personnalisé, il faut que déjà tu aies cette première évaluation la plus précise possible. Donc une fois qu'on a ça, sur ce coaching, pour commencer le coaching à distance, là il faut qu'il y ait toute une mise en place de suivi et de structure. En fait, il faut structurer. Là, de ce que tu me dis, Samir, bon, tu t'es fait mal au dos en faisant du soulevé de terre. C'est déjà que tu as un passé, tu t'as déjà essayé de t'entraîner. Tu m'as pas dit combien de temps ni rien, mais voilà, tu as déjà essayé de t'entraîner, tu t'es fait mal au dos en faisant du soulevé de terre. Donc, il va falloir faire gaffe évidemment, parce que si jamais, par exemple, tu as eu mal au dos, t'as plus rien fait après, tu t'es resté assis, tu t'es calmé, ton dos en fait là il est certainement encore plus faible qu'avant la blessure. Donc si tu refais du soulevé de terre comme qu'on a fait, parce que peut-être que t'avais mis trop lourd peut-être pour toi, et donc t'es allé dans une amplitude de mouvement qui n'était pas adaptée à toi avec une charge trop importante, et donc tu t'es fait mal. Ça a lâché, tu t'es fait mal, je sais pas, t'as eu du mal à bouger pendant quelques jours. Voilà, donc si tu y retournes, là, forcément, ça va te refaire mal si tu refais la même chose. Et donc, le but du coach, déjà, avec ce que tu me dis, là, je vais te poser un questionnaire, et t'aurais donc tout un suivi adapté à toi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une application. Bon, après, voilà, application, il y a plein de types d'applications. Moi, j'aime cette application que j'utilise avec tous mes clients,
parce que ça me permet d'avoir un vrai suivi dans l'ensemble, pas que sur le point de vue sportif, et aussi sur le point de vue des habitudes. C'est-à-dire que voilà, je vais te mettre par exemple, hop, le dimanche, tu as le formulaire à remplir, tu me dis comment ça se passe rapidement. Il y en a, ils boivent pas, ils boivent jamais assez d'eau, donc je leur mets un petit rappel chaque jour. Tu peux mettre une habitude, ils reçoivent une petite notification, hop, tu dois boire tes 2 litres d'eau. Hop, lui, souvent, il oublie de marcher, il bouge pas ses fesses, donc je lui envoie une petite notification tous les soirs, par exemple, quand il rentre du travail, il reçoit une petite notif. Tu faut que tu ailles marcher 30 minutes. Tu vois, c'est des trucs personnalisés en fonction de chaque personne. Chaque habitude est différente pour chaque personne. Il y en a, ça va être pour l'alimentation, voilà. Ça, c'est les habitudes. Après, tu as la partie entraînement. La partie entraînement, elle découle directement également des tests physiques. Est-ce que tu vois ? Parce que si tu me dis, je veux prendre du muscle, je veux perdre du poids, pour perdre du poids, c'est la dépense énergétique, ça on en a déjà parlé. Mais pour la prise de muscle, il va falloir mettre de l'intensité à l'entraînement. Il va falloir réussir à pouvoir créer une surcharge progressive, donc à faire un peu mieux à chaque fois, sans se blesser, sans avoir de douleur. Si tu forces sur des exercices pour lesquels tu n'as pas la capacité articulaire, par exemple, je te dis, allez, tu vas me faire des squats complets. Je te dis, tu descends bien bas, hein, surtout, sinon ça marche pas. Je te dis ça, tu vois. Imagine. Et je t'ai pas testé avant. Et par contre, j'ai pas testé que tu avais, par exemple, une mobilité de hanche catastrophique. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te refaire mal au dos. Tu vas te faire mal au dos, tu vas te faire mal peut-être au genou, à la hanche même peut-être. Enfin, tu vois, faut vraiment comprendre que le suivi personnalisé, il est personnalisé pour toi. Donc, dans l'ensemble, par exemple, j'ai un client j'entraîne, enfin, je le suis à distance, il a 6 séances par semaine, parce qu'il peut le faire. Il peut se permettre de le faire, il a le temps. Il y en a d'autres, ça va être 2 fois par semaine. Il y en a d'autres, c'est 3 fois par semaine. Ça aussi, c'est personnalisé. Tu vois, c'est ça. Et c'est pas des allez, on se donne rendez-vous, allez, hop, on fait des sauts, des jumping jacks, etc. Ça me fait penser, anecdote toute fraîche, il y a 2 jours, là j'étais en formation sur Marseille, je vais dans une salle, et pour m'entraîner rapidement, le soir, et je dirais pas le nom de la salle, parce que sinon on va le reconnaître. Donc je vois le coach il a des clients. Moi je suis en mode incognito, tu vois, je fais mes trucs, ça se voit pas que je suis coach, et je vois le coach qui entraîne ses clients, donc c'est un peu chaque heure ça change de client, et déjà je vois il leur fait faire tous la même chose. Mon premier truc, je me dis ok, bon. Et je vois aussi qu'il n'y a pas l'air d'avoir de programme. C'est-à-dire qu'il leur dit, c'est vraiment, allez, tu me fais ça, allez, ouais, tu me fais 10 reps là. Hop, le client fait ses reps sur le relevé de buste. Donc t'as le client qui a la tête en bas, il doit se relever, il a les pieds bloqués, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je vois le coach, il est là derrière, avec son téléphone, il regarde son téléphone dans ses messages. Le client voit pas parce qu'il a la tête en bas. Et dès que le client finit, hop, il remet son téléphone dans la poche. Et il dit allez on passe au suivant. Il avait une attitude, il avait rien à foutre. Franchement il s'en foutait complet, mais ça l'empêchait pas d'avoir des clients, tant mieux pour lui. Mais et ça avait pas l'air du tout personnalisé, c'est-à-dire que chaque client faisait à peu près la même chose, et je trouve ça dommage quand même, parce que ce genre de suivi là, ça décrédibilise un peu notre travail. Tu vois, genre il comptait les reps en regardant sur les côtés, il regardait pas son client, il regardait en vision périphérique, tu sais, il regardait au loin, il allait 1, 2, 3, 4. C'était épique à voir. je regardais ça, je me disais waouh. Mais bon, c'est pour ça, choisissez bien quand vous prenez un coach impliqué quand même. Après peut-être qu'il a quand même des résultats, hein, je sais pas, peut-être des résultats avec ses clients, mais bon, c'était fou. Je comprends pas comment tu peux faire ça. Mais bon. Donc oui, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc un coaching personnalisé, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme déjà. C'est-à-dire qu'il faut définir aussi tes objectifs. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi dans l'épisode précédent. Tu as un objectif à long terme. Donc, par exemple, tu vas me dire ouais, Yann, je veux perdre du poids. Là, tu me dis, on va définir combien de poids tu veux perdre, combien de gras. Tu vois, 10 kilos, ok, 10 kilos. Attends, tu mesures tant. Écoute, voilà ton nombre de poids. Tu vas pouvoir le perdre approximativement en tant de mois. Ok, tant de mois. Après, il y a une phase de maintien. Après, on va peut-être faire une phase de muscle. Allez, donc on va partir sur 6 mois. Donc, tu sais que déjà sur 6 mois, là, tu vas devoir faire ton programme. Et donc, après, tu définis le programme. Et le programme,
avec les séances journalières, les habitudes, ça c'est les objectifs à court terme, qui te donnent une petite satisfaction à chaque fois. C'est ça qui fait plaisir. Hop. Ouais. J'ai eu un bug, je voyais plus mon écran. Je voyais plus que ça tournait, j'ai eu peur que ça tournait plus. J'ai l'impression que je parlais dans le vide. Non, c'est bon, ça tourne. Oui, faut vraiment que le coach t'évalue et qu'il te donne des petits objectifs. Donc là, tu pensais à moi. Bah, écoute, merci à toi. C'est-à-dire que mon travail te plaît. Mais oui, c'est vraiment... Faut que tu arrives à te dire, le coaching à distance, on n'est pas sur C8 là. Ma mère, elle adore faire ça, les trucs sur C8. C'est bien aussi, hein, ça peut être bien, c'est mieux que de rien faire, mais c'est pas personnalisé. C'est-à-dire que c'est pas personnalisé par rapport à quand je vais tester des clients en évaluation, il n'y en a pas un qui est pareil. T'en as un, il va être raide sur la flexion de hanche, il y en a un, ça va être sur la flexion de cheville, dorsiflexion, il y en a un, il va pas pouvoir envoyer son genou vers l'arrière, il y en a un, il va pas pouvoir écarter les jambes. Non, il ne peut pas lever les bras en l'air. Enfin, tout le monde est différent. J'ai rarement vu des personnes parfaites. Hein. Des gens genre vraiment parfaitement équilibrés, aucune tension, rien, aucune douleur. C'est très rare. Hein. Très très rare. Vous êtes, si jamais tu vois, tu me dis t'as mal au dos, on est tous à avoir des petits problèmes. Et ça se règle avec le temps. Alors maintenant, même ce que je fais, c'est que je fais des analyses posturologiques. Mais bon, ça c'est plus en présentiel. Évidemment, à distance, c'est plus compliqué à faire. Mais on peut quand même mettre en place des exercices de prévention, notamment sur les yeux, des étirements aussi en prévention, des choses comme ça. Des choses qui permettent quand même de te renforcer dans l'ensemble. D'être plus fort, d'être plus solide, de te sentir bien dans ton corps, de pas te réveiller le matin avec une douleur de dos pas possible, tu vois, ou même de te coucher le soir avec une douleur de dos pas possible. Donc le but c'est d'avoir un corps bien équilibré. Parce que on a toujours, ça aussi c'est le cliché, c'est que on se dit oui, vivre, plus tu vieillis, plus on perd en mobilité, en santé, ce qui est vrai en soi, mais c'est pas une normalité. Hein. Il y a des gens, ça aussi c'est une minorité, mais t'as des gens, 90 ans, je viens de voir un réel là, il y a une heure, une mamie 90 ans qui fait sa petite gym. Elle est prof de gym, 90 ans, impeccable. Tu lui donnes même pas 70. Tu lui donnes un petit 70, mais elle bouge super bien. Et c'est ce que je dis, c'est qu'à partir de 70 ans, l'âge, tu ne le vois pas forcément en visuel sur le visage. Tu le vois plutôt sur la façon de bouger de la personne. Là, si tu vois une personne qui n'arrive pas à marcher, qui fait des petits pas de 20 cm, parce qu'elle n'a pas de mobilité, elle est bloquée, elle a le dent en miettes, etc., tu vas vite lui donner plus que son âge. Lui donner 90 balais. Alors que si c'est une personne de 90 ans qui bouge bien, qui a une bonne mobilité, qui bouge rapidement, qui est habile, qui est agile, tu vas vite lui donner moins que son âge. C'est pas forcément dû au visage. C'est vraiment dû à ça. Donc ça s'entretient, faites votre petite gym tous les matins, c'est super bien. Même à la limite, même si c'est pas personnalisé, allumez à la télé, faites la petite gym là, qui est sur C8, c'est déjà mieux que de rien faire. Et puis évidemment, si vous pouvez, prenez-vous un coach spécialisé. Donc là, je vous parlais de ça. Donc là, c'est par rapport à mon travail, ce que je fais avec mes clients. Tout est adapté. Donc il y aura toujours parmi il y a des clients, ils vont faire une dominance de mobilité. Il y en a, ils vont faire une dominance sur l'endurance. Il y en a, c'est une dominance sur le renforcement musculaire, sur la musculation. Enfin voilà, tout est adapté. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un programme qui se ressemble. Tout est adapté. Ok pour ça. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Samir. Et voilà, ça se passe comme ça. Si tu me dis, j'aimerais savoir un peu plus comment ça se passe. Ça se passe comme ça, un suivi avec moi. C'est un suivi. Il y a chaque semaine, tu as un bilan. Et je demande à mes clients comment ça se passe, qu'on change. Ceux les plus motivés, ils m'envoient de leurs vidéos quand ils s'entraînent. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien parce que je peux voir leurs mouvements, je peux les corriger. Et puis ceux qui m'envoient leurs vidéos et ceux qui progressent le mieux en général. C'est les plus motivés. Donc... Et en plus, moi j'avais ce préjugé de dire ouais non mais ça va marcher que pour les jeunes, ce type de suivi. Figurez-vous que mon doyen, il a 74 ans. Peut-être qu'il écoute ce podcast d'ailleurs. Très très branché, tous les Apple Watch, l'iPhone, tout. Il me fait un petit suivi à distance. Il se sert super bien de l'application et tout. Il y a des personnes qui ont 30 ans, elles n'arrivent pas à suivre, à utiliser une application. Donc ça veut rien dire du tout. L'âge, franchement, vous vous fiez pas trop à l'âge. Comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge.
Non, faut réussir à se dire qu'avec du travail, avec de la motivation, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et même si pour l'instant, t'es pas à l'aise avec la technologie, des choses comme ça, n'en fais pas ton identité. Ne te dis pas, non, moi je suis pas bon là-dedans, etc. Non, il faut vraiment que tu t'y mettes petit à petit et que, même si tu veux pas te mettre à la technologie, mais même si tu te dis, vraiment, je suis pas bon en sport, je suis pas bon en activité physique, faut vraiment que tu te dis, non, c'est pas parce que je suis pas bon maintenant, c'est vrai, ok, je pourrais être meilleur, mais c'est justement en travaillant que je vais devenir meilleur. Voilà. Je reviendrai là-dessus dans un autre épisode si vous voulez. Je vous parlerai de mon cursus scolaire parce que c'est intéressant. Parce que moi, certes, j'étais toujours à l'aise avec l'activité physique, mais à d'autres matières, d'autres disciplines, j'étais vraiment pas bon. Les langues, j'ai jamais été bon. Ça m'a jamais intéressé, c'est juste pour ça. Maintenant, je parle relativement couramment espagnol parce que je vis en Espagne. Ok, aussi parce que je suis motivé à apprendre. Voilà. L'anglais, j'ai un niveau de compréhension intermédiaire. Bon, je parle pas très bien parce que je travaille pas, mais si je le travaillais, je sais que je pourrais l'avoir. Et c'est comme tout, si toi, au début, là, tu te dis, je peux pas, j'ai pas envie, ou t'as quelqu'un dans ta famille qui te dit, non, moi, le sport, j'ai jamais été bon pour ça, j'ai pas envie d'en faire, c'est pas fait pour moi, mais c'est peut-être parce que t'as pas eu la bonne manière d'en faire. Il faut réussir à te motiver au début et trouver la personne qui va t'accompagner. Vraiment qui va t'accompagner à te développer vers tes objectifs. Ok, très bien. On a fait la deuxième sujet. On va passer au dernier sujet. Donc, je trouve qu'il est super intéressant celui-là parce que il m'a causé des soucis ce petit ce thème-là. C'est la prise de notes sur les entraînements. Donc, prise de notes sur les entraînements, ça peut être ton meilleur ami comme ton meilleur ennemi aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc à faire. Je pense qu'il faut le faire. D'ailleurs, pour revenir sur l'application, tous mes coachés, les personnes que je suis en coaching, à chaque fois qu'ils s'entraînent, ils font une petite prise de notes. Donc à chaque fois qu'ils ont l'exercice qui s'affiche avec moi en vidéo, donc ils me regardent en vidéo, ils peuvent me voir faire l'exercice, je leur explique tout. Comme j'ai des clients aussi espagnols, il y a la traduction espagnole, enfin voilà. Il y a tout qui est mis en place pour qu'ils arrivent à comprendre. Très bien, mais ça, c'est pas le plus important au final. Si, c'est important, mais il faut aussi que eux, ils se voient progresser. Donc, ils ont leur historique de la semaine d'avant pour voir combien est-ce qu'ils ont fait en termes de poids, et etc., de répétition. Et eux, il faut qu'ils fassent un peu mieux. Ils ont une fourchette de répétition à respecter, une intensité, etc. Voilà, je reste assez vague. C'est pour que tu comprennes. Il faut qu'ils fassent un peu mieux à chaque fois. Et ça, je l'utilise pour tout le monde. Mais j'ai rajouté un critère important, c'est que si on a la moindre douleur articulaire anormale, une douleur qui dépasse 3 sur 10, c'est subjectif, mais c'est comme ça la douleur, on peut pas faire mieux, eh bien, ce type de douleur-là, c'est pas... faudra faire gaffe, faudra se poser une question. Si par exemple tu fais une presse à cuisse, un squat, tu fais un squat, tu fais ton squat, t'as une douleur à la hanche, et t'écoutes pas, et tu pousses, ok, la première séance, ça va aller, t'as une petite gêne, ça se transforme en douleur à la deuxième, puis après, hop, tu peux plus marcher. Est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux, par exemple, de poser la barre, ok, j'ai une gêne, pendant les temps de repos, à la limite, ok, je décharge un peu le poids, parce que je veux continuer l'exercice, je régule l'amplitude, et puis peut-être pendant le temps de repos, je vais travailler un peu sur mes hanches, je fais mon petit exercice, je travaille sur la rotation interne, je travaille sur la rotation externe, je vois si ça améliore, et puis après j'avise en fonction de ça. Ça m'arrivait sur moi, j'étais resté toute la journée assis, j'avais une petite fragilité parce que j'ai une ancienne blessure à la hanche avec des entraînements de grand écart, je m'étais fait ça il y a 2 ans, et bon, ça s'est bien amélioré, j'ai bien renforcé, mais forcément des fois tu relâches du lest, et j'arrive après une journée assis, voilà, en plus c'était assez compliqué à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de monde dans la salle, je voulais même pas faire cet exercice-là à la base. Bon, bref, avec ça, je fais la presse à cuisse et je sens une petite gêne à la hanche, tu vois. Je me dis, fait chier, saoule ça, cette gêne. Et en fait, ce que j'ai fait, j'avais pas trop le temps, donc ce que j'ai fait, j'ai régulé la charge,
même pas, j'ai pas réglé la charge. Alors ça, je le conseille pas forcément, je l'ai fait parce que je me connais. Mais j'ai même augmenté la charge après avoir réévalué évidemment. Mais j'ai resserré mes pieds et j'ai changé un peu la façon de faire le mouvement. Parce que je le faisais avec les pieds écartés, donc là, il y a vraiment une grosse flexion de hanche, grosse amplitude. J'ai resserré les pieds l'un vers l'autre et je descendais un peu moins bas, légèrement. Et ma hanche allait beaucoup mieux après. Et j'ai pas eu de douleur le lendemain, ni rien. J'étais bien. Ni même pendant. Donc, faut savoir réguler, faut savoir se connaître. Évidemment, si tu connais pas, un peu compliqué. Donc, la prise de notes. Je vais revenir sur ce sujet-là. Déjà, je vais boire un petit coup avant. Donc, la prise de notes. Je te raconte une anecdote. Quand j'avais 17 ans, donc j'étais en plein dans la musculation. Je faisais de la muscu, mais je notais pas forcément mes répétitions ni rien. C'est-à-dire que je voyageais un peu, je me baladais dans la salle, peut-être j'avais un petit programme, mais voilà, c'était pas rien de très précis. Je commençais à m'y intéresser. Voilà, je montrais avec mon cousin, tout ça. Je me souviens, à cette époque-là, je faisais une dizaine de reps à 60 kg au développé couché. Voilà, donc pour mon âge, ça va, tu vois, c'est pas catastrophique, on est plutôt bien. Peu importe, de toute façon, on s'en fout de ça. Et donc, bref, le temps avance, tout, tu vois, mais je trouve que ma progression, franchement, elle est lente, tu vois. Il se passe des mois, je progresse pas forcément, tu vois. Et je dois arriver vers les 70 kilos, mais au bout d'un certain temps, peut-être un an, tu vois. Je fais la même chose avec 70 kilos. Je me dis, putain, c'est lent quand même. J'aimerais progresser plus. Et donc, je continue de me former, tout ça. Je tombe sur des sites internet super physiques. Je tombe sur les sites de progression, etc. Et je vois qu'en fait, faire un peu mieux à chaque fois serait quand même intéressant. Et de structurer tout ça. Donc vers 18 ans, ça doit être vers 18 ans, je décide en fait de prendre un petit cahier et à chaque fois d'aller m'entraîner avec un petit carnet. Donc à chaque fois que je vais m'entraîner, à partir de ce moment-là, je prends mon petit carnet et je note. Donc par exemple, je vais avoir une page dédiée au développé couché et je vais voir, la semaine dernière, j'ai fait 70 kg, j'ai réussi à faire 4 fois 10 répétitions. Ok, très bien, cette semaine, je vais faire 4 fois 11 répétitions. Tu vois, et au début, ça marche super bien. Et même quand tu progresses au début, en plus quand t'es jeune, t'as plein d'hormones, t'as de la testo, tu dors bien normalement, tu manges bien. Et franchement, je progressais super vite. Des fois, ma surcharge progressive, c'était même... ok, j'avais fait 10 reps la semaine d'avant, là, j'arrive à en faire 12. Tu vois, hop, j'arrive à augmenter de 5 kilos par rapport à la semaine d'avant, ou enfin... 2 kilos, tu vois, 1 kilo par côté, des choses comme ça. Et au début, ça progresse vite. Mais au bout d'un moment, faut pas se décourager parce que si tu restes trop vague, tu vas pas avoir ta progression. Donc plus tu es précis, plus tu vas avoir ta progression. Et ça te fait des petits objectifs à court terme. Moi, j'arrivais à la salle, je savais pas ce que j'allais faire. C'est le carnet qui savait pour moi. Donc j'arrivais, je regardais mon carnet, je disais, la semaine dernière, regarde, développé couché, j'ai fait, 80 kilos, 10 reps, x 4. Ah ouais, et j'ai écrit que c'était quand même assez dur, parce que j'ai écrit 9 sur 10 en difficulté. Ça commence à être chaud là. Donc là, ce que je fais, 10 reps, hop, ok, bon, ce que je vais faire, du coup, je vais passer sur du 8 reps par exemple. Ok, bon, je reste sur du 8 répétitions. Et en général, je me défonçais à la première série. Vraiment, j'y allais à fond. Donc, par exemple, si je voyais ça, 80 kg, 10 reps, en fourchette de 8-10. Donc là, je remontais un peu la charge, je passais à 82,5. Et hop, j'essayais de bombarder. Donc peut-être qu'à la première série, j'arrivais à en faire 8. Peut-être comme j'étais un peu bourrin à cette époque, c'est certainement que j'allais limite vraiment à l'échec dès la première, à 10. Et après, il fallait un gros repos d'au moins 3-4 minutes, même des fois 5, pour refaire mon autre série. Et en faisant cette technique-là, en 1 an, je passais à 10 reps à 100 kg. Et tu te rends bien compte que et je faisais ça sur tous les exos. Là, c'est de développer couché, mais je faisais ça sur à peu près tous les exos. Plus tu avances dans la séance, plus c'est dur de le faire sur tous les exos de la séance. Tu vois ? Après, voilà, je sais que mon programme n'était pas parfait, mes variations d'exercice n'étaient pas parfaites, et au bout d'1 an, je commençais à avoir des douleurs à l'épaule. Parce que forcément, je faisais que du développé couché, je bombardais, enfin je faisais pas que du développé couché, mais je veux dire, c'était mon exercice principal sur les pecs. Tu vois, et à chaque fois, mes séances, c'était la même. Tu vois, pendant 1 an, les mêmes exos. Tu vois, donc il y avait des exercices pour le dos aussi, il y avait des exercices pour les jambes, il y avait des exercices, c'était bien varié, mais ce que je veux dire, c'est que mes lignes de mouvement, tu vois, au lieu de faire l'exercice principal développé couché, j'aurais peut-être pu mettre de l'incliné avant. Au lieu de faire mon développé couché en forme de... vraiment avec les bras écartés à 90 degrés, j'aurais peut-être pu le faire en forme de A ou en forme de I, varié, tu vois.
En fait, je pensais tellement en mode bodybuilding à cette époque, je voulais vraiment prendre en masse, et ça a fonctionné. Vraiment, je devenais vraiment Golgoth. J'étais vraiment bien balèze, j'étais content, mais je commençais à avoir des douleurs. Bon, après, je suis entré en STAPS, et forcément, quand t'arrives en STAPS, j'étais l'un des seuls qui faisait de la muscu. On est le reflet des personnes qu'on côtoie. J'ai perdu un peu l'intérêt de faire de la muscu, petit à petit. Ça a mis du temps parce que je suis pas trop influençable, mais au bout de 2 ans, j'ai commencé à me désintéresser. Je me suis remis plus à la natation, parce que j'avais pas le choix en plus pour les études. Donc après, j'ai arrêté de pousser, tu vois. Mais cette expérience m'a bien servi. En tout cas, sur ma connaissance de moi-même, sur comment progresser, etc. La surcharge progressive, super important. Et donc, quand je te dis noter ses reps, super important pour progresser, avoir une bonne surcharge progressive, mais attention, parce que si t'es un peu un fou furieux comme moi, d'ailleurs je ne le suis plus maintenant, je fais attention à ça, c'est que moi, que j'avais une douleur, et je voyais dans le petit carnet, mon petit carnet du diable, là, tu vois, je voyais ce que j'avais fait la semaine d'avant, je disais, ah ouais, j'ai fait ça, et ben aujourd'hui je vais faire mieux. T'as mal à l'épaule, j'en ai rien à faire, tu vas faire mieux. Et je poussais, et au bout d'un moment, ça commençait à me gêner. Bon, je me suis jamais trop fait mal à l'épaule en musculation. D'ailleurs, je me suis jamais trop fait mal en musculation en général. À chaque fois, mes blessures, ça survient sur les autres sports. Parce que les autres sports, au final, t'imagines, toi, tu fais de la musculation, tu développes beaucoup de force. Contrairement à ce qu'on peut croire, musculation, même si tu veux développer de la masse musculaire, tu vas développer beaucoup de force. Et beaucoup de force, mais je développais pas ma vitesse, je développais pas forcément mon endurance, et je développais pas ma mobilité. Tu vois, donc je faisais que de la muscu. Et à cette époque-là, même si je me renseignais bien, je lisais plein de livres sur muscu, j'écoutais plein de podcasts. Franchement, j'étais passionné, c'était mon truc. Même si ça m'intéressait, je m'intéressais pas aux autres qualités physiques. Et donc, quand j'ai arrivé sur le terrain de rugby, quand j'ai arrivé en athlétisme, des choses comme ça, et c'était pas en ma faveur au bout d'un moment. Alors j'étais quand même, ça va, j'étais pas à la ramasse, mais au bout d'un moment, si tu travailles pas tes qualités physiques, que c'est pas équilibré, que tu t'écoutes pas, et tu finis par te blesser. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis fait les croiser au rugby en 5 décembre 2015, donc en fin de match. Vraiment pur bénévolat, j'aurais pas dû y aller à ce match. C'était même pas mon option, mais bon, bref, on y reviendra là-dessus. Donc attention là-dessus, écoutez-vous quand vous prenez des notes, faut bien s'écouter, faut réussir à se dire, à trouver l'équilibre entre je note mes exercices, je note mes entraînements, tous mes entraînements, et je progresse à chaque fois, mais également j'écoute mon corps, et il y a une belle variation. Maintenant, ce que je fais, c'est que toutes les 4 semaines, il y a une variation dans les exercices. Tu vois, tu vas changer l'intensité. Tu vois, tu changes l'intensité. Par exemple, si tu étais sur du 10 à 12 répétitions, tu vas passer sur du 8 à 10. Tu vas changer la façon de faire l'exercice. Peut-être que ton exercice de développé couché, si tu le faisais avec les bras écartés, tu vas les resserrer proche du corps. Ça va solliciter d'autres tissus. Tu vas changer un peu. Et ça te permet de tenir sur le temps. Sinon, tu vas sursolliciter tous tes tissus. Alors, ça va tenir. Hein. Au début, tu vas pas te blesser, mais si tu le fais 3 mois, 4 mois, moi, j'ai bien fait 1 an comme ça. Mais au bout d'un moment, ton corps, il te le rappelle. Et encore, peut-être que moi, j'ai été solide à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur la partie haut du corps. Mais si tu fais tout le temps la même chose, la même façon de le faire, tu mets pas de variation dans tes entraînements, tu risques la blessure. Ouais, même si tu fais très bien les exercices. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je pense que j'ai tout lu. Je vais juste faire un petit rappel. Attends. Ouais, donc son entraînement. Ouais, non, c'est bon. On est bon. Écoute, la petite boîte à questions, tu t'en souviens, hein. Si t'as des questions, mets-moi un commentaire aussi, je vais les lire. Et puis je reçois des messages en privé, des gens qui écoutent le podcast, et du coup ça leur donne envie de m'envoyer des messages sur Insta, des choses comme ça. Ils me posent des questions. Oh, Yann, j'ai mal ici, qu'est-ce que je peux faire? Yann, je veux prendre du muscle, qu'est-ce que je peux faire? N'hésitez pas à envoyer dans la boîte à questions, au moins c'est vraiment condensé, c'est tout au même endroit, et je préfère, c'est mieux. Parce que moi je suis pas trop sur Insta, même si vous voyez que je mets des réels, etc., j'y suis pas. Enfin, il y a des manières, vous savez, maintenant d'automatiser, ça s'envoie un peu automatiquement. Moi je programme les posts et tout, mais c'est pas mon truc. Moi, les réseaux sociaux, je suis pas très fan à la base. J'ai envie de propager cette bonne parole,
Ça fait très gourou ce que je viens de dire. j'ai envie que tout le monde bénéficie de mes conseils. J'ai envie que aussi mes clients écoutent ce podcast pour vraiment que vous voyez un petit peu comment est-ce que je pense, comment est-ce que vous devez penser. J'aimerais que vous pensiez aussi comme moi. Et donc c'est pour ça que je le fais. Et les podcasts, par contre, j'adore. Je considère pas ça vraiment comme un réseau social, mais j'adore le podcast. Donc c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Et j'espère que vous en voyez les bénéfices. Donc merci à vous, merci d'avoir écouté ce podcast. Donc on récapitule, importance de ne pas mettre les médecins sur un piédestal pour l'activité physique, d'accord? Donc il faut faire gaffe à ça, prenez du recul par rapport à tout ça. Les avantages du coaching à distance, on les a vus. Donc le gros avantage quand même, c'est que t'as pas besoin de te déplacer, ton coach il peut te suivre, si c'est bien structuré, il peut te suivre de n'importe où. Et donc c'est l'avantage. Et puis un autre avantage, c'est que en fait, comme toi tu dois vraiment lire, ça j'en ai pas trop parlé, mais quand j'ai des coachings en présentiel, les gens se rendent dépendants de moi. C'est-à-dire qu'ils se débranchent le cerveau. Peut-être qu'ils ont envie de ça aussi. Alors, ils ont passé une journée au travail, c'était pas facile, ils arrivent chez moi, dans ma salle, hop, allez on s'entraîne, Yann il me fait la séance, j'ai pas besoin de penser, je m'en vais, je dors et voilà. Quand tu te fais un coaching à distance, il y a une forme de réflexion. Et ce que tu vas apprendre, forcément, ça va peut-être être un peu plus compliqué, ça va te demander de l'investissement, il faut que tu regardes les vidéos, il faut que tu te concentres sur ton mouvement tout seul, il faut que tu te corriges. Il faut aussi, si comme tu l'as dit, t'envoies tes vidéos comme ça, moi je te corrige aussi, ça fait partie de l'accompagnement. Mais faut pas se dire ah ouais non mais je vais pas suivre parce que j'ai pas le coach avec moi. Pas du tout. Tu peux tout à fait, je te dis, j'ai un coaching à distance qui a 74 ans. Il n'y a pas d'âge, tu peux tout faire. À n'importe quel âge, tu peux faire du coaching à distance. Et l'avantage, c'est qu'après, ça va t'être utile toute ta vie. Ce que tu apprends là, toute ta vie, c'est utile. Vraiment. Toute ta vie. Donc là, si vraiment c'est bien structuré, tu vas vraiment l'apprendre toute ta vie. Moi, ce que j'ai appris quand j'avais 17 ans, je me souviens, j'avais acheté un livre d'anatomie fonctionnelle, il fallait faire des coloriages dedans. Et petits coloriages, je dessinais les muscles. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis arrivé à la fac et que j'étais en face des étudiants en médecine, j'arrivais à leur expliquer quel muscle servait à quoi, comment est-ce que se contractait, etc. C'était grâce à ce livre, parce que j'avais pris le temps de me poser, de colorier, comme un bon petit garçon. J'avais fait mon coloriage, j'avais appris ce que c'était le biceps, j'avais appris ce que c'était le deltoïde. Et quand je suis arrivé même en stage, j'avais une avance considérable sur les autres en anatomie fonctionnelle. Parce que je comprenais le mouvement. Il faut vivre la chose, il faut faire une réflexion là-dessus, et ensuite toi tu vas comprendre. Si tu attends qu'on te ramène directement le plat devant toi, sans y réfléchir, sur le long terme, ça ne te rendra pas service. Alors, peut-être que ça ne t'intéresse pas, et dans ce cas-là, tu veux juste prendre soin de ta santé. Dans ce cas-là, oui, c'est légitime. Attention, je suis pas en train de critiquer. C'est légitime, prends-toi un coach, voilà, en présentiel. Alors, j'ai des clients comme ça, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils prennent le coach, et voilà, puis c'est tout. Mais voilà, à la fin du suivi, il y a beaucoup plus de chances qu'ils reprennent les mauvaises habitudes. Parce qu'ils n'ont pas voulu s'impliquer dans le suivi, tu vois. Ils ont fait les exercices, mais ils n'ont pas réfléchi à pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, ils n'ont pas réfléchi quel muscle est-ce qu'ils travaillaient, tu vois. Donc c'est ça que j'aime dans mon travail, c'est rendre les gens plus autonomes sur le long terme, les grandir, leur apporter de la valeur. C'est ça que j'aime. Et qu'on règle tous ces petits soucis, donc qu'on arrive à progresser vers l'objectif. Et donc la dernière question, prise de notes sur les entraînements, voilà, donc il faut en prendre, mais voilà, faut réussir à prendre du recul là-dessus. S'il y a une petite douleur, pas hésiter à faire un pas en arrière pour 3 en avant par la suite. Voilà, un pas en arrière pour 3 pas en avant pour la suite. Ça veut dire, quand tu t'entraînes, si jamais il y a une petite douleur, change la façon de faire l'exercice, et si la douleur persiste, arrête l'exercice et fais autre chose à la place pour renforcer le tissu lésé. Tu trouves une solution. C'est pas une solution d'évitement. C'est pas j'ai mal au dos, je mets une ceinture et je continue de faire le mouvement. Ça c'est n'importe quoi. Non, t'as une douleur quelque part dans ton corps. Ok, tu t'arrêtes un moment, tu réfléchis, tu dis ok, pourquoi j'ai mal? Et tu te dis ok, je vais renforcer le tissu qui me fait mal. Et je vais adapter l'exercice que je suis en train de faire. Et petit à petit, si jamais je continue à avoir mal, il faut vraiment que je trouve la solution.
C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc si ce podcast te plaît, pense à t'abonner, laisse un like et partage autour de toi. Donc vraiment, cela m'aide à continuer et toucher plus de monde. Merci pour ton soutien. Je t'encourage à aller sur la boîte à questions. Tu as le lien en description. Je vais peut-être mettre une boîte à questions globale, un lien global qui renvoie vers tout mon site internet. Comme ça, si tu veux tout voir, tu pourras. Et puis ceux qui veulent un accompagnement personnalisé, je vous mets aussi mon adresse mail en description, vous pouvez m'envoyer un message. Et puis voilà, je remercie tous les auditeurs de ce podcast, vraiment génial, je suis content de vous aider, je suis vraiment ravi. Et puis n'oublie pas de t'abonner sinon tu vas rater des épisodes. Et merci pour ton soutien et à très bientôt pour un prochain épisode.